Salut les Lulus, c'est Cristobal et pour cette première vidéo, ça sera une story time où je vais raconter comment j'ai été à mon premier show de la New Japan en 1999. Alors j'espère que vous aurez du plaisir à m'écouter et posez-vous bien parce que ça dure un petit moment, je pars dans des détails, dans des petites anecdotes et tout et j'espère que vous aurez du plaisir à m'écouter. Merci beaucoup et à tout bientôt. Donc, alors, faut vous expliquer un peu comment je suis arrivé à aller voir la New Japan en 99, parce que ça avait rien à voir avec maintenant, hein. Ça veut dire que Internet avait à peine commencé. Je sais même plus si à l'époque il y avait un site internet pour la New Japan. Parce que déjà, maintenant il est ce qu'il est, hein, il est pas incroyable, mais il y a au moins des infos, il y a des choses en anglais, mais à l'époque il y avait que dalle. C'est-à-dire que chercher des billets sur internet, ça aurait été de toute façon en japonais, et je sais même pas si on pouvait déjà acheter des billets comme ça. Donc alors le truc c'est que, alors en 99 j'étais allé, c'était avec deux amis, qui étaient des amis du collège, on était au collège, on faisait la maturité, donc pour les français on était, je sais pas si vous appelez ça... Quand vous faites le bac, vous faites quoi? Je sais pas comment ça s'appelle en France. Donc nous, en Suisse, on fait le collège, on fait la matu. Et là-bas, j'étais avec deux potes, justement, dans ma classe, Martin et Giuseppe, que je salue au passage. Et parce que justement, ils ont un petit rôle dans cette histoire. Alors justement, j'étais avec eux... on a été au Japon, on était dans un petit ryokan. Alors un ryokan c'est un hôtel traditionnel, on était dans un petit ryokan non, c'était pas Takadadobaba, c'était à Gotanda, je crois. C'est une gare qui est dans le quartier de Shinagawa, qui est un quartier qui est très... c'est un quartier résidentiel, hein. Il n'y a pas des gros buildings ou comme ça. Il y a il y a des endroits de Shinagawa qui sont vraiment des petites villas. Et après, tu as Gotanda, c'est assez grand comme ça. Tu as quand même un peu de building, mais après, tu as tout de suite des petites maisons. Tout ça. Puis nous, on était dans cette toute petite maison qui était encore au milieu des gros immeubles et tout. Et je crois qu'il y a encore maintenant là-bas, si je trouve une photo, je vous la mets. C'était un ryokan, justement, c'était assez drôle parce que c'était juste deux petits vieux qui s'en occupaient. Et c'était un peu chiant parce qu'il fallait rentrer à 11h du soir, autrement ils fermaient. Une fois on était rentré un peu tard et tout, ou alors tu devais faire la nuit blanche, ce qui n'est pas très drôle non plus. Et une fois on était rentré genre juste après un peu 11h comme ça, et puis il fallait frapper, il faisait machin tout ça. Bon, toujours est-il. J'étais avec Martin et Giuseppe, et puis moi mon truc, j'adorais déjà la New Japan. Je connais la New Japan depuis à peu près 95, parce que pour ceux qui s'en souviennent, il y avait en 95, il passait la New Japan sur Eurosport, qui était une chaîne de sport qui passait un peu tout et n'importe quoi. Il passait même du sumo sur Eurosport, et il passait de la New Japan qui était doublée en français. Et c'était, alors je sais pas combien de temps ils ont mis, je crois qu'il y a ça a peut-être été diffusé pendant un an comme ça. Et puis donc moi j'ai découvert la New Japan comme ça. Je trouvais très sympa parce que justement au tout début j'étais cool, il y a eu Kogan aussi, machin, tout ça. Et puis il y avait aussi Vader qui était, il y avait plein justement de catcheurs de la VCV, ou pas beaucoup de la WA, mais avec quelques catcheurs de la VCV, et puis comme ça qu'on retrouvait. Et puis après j'aimais bien parce qu'il y avait beaucoup de... C'était un autre style, c'était pas la même chose, et il n'y avait pas vraiment de scénario. On ne pouvait pas vraiment le connaître, le scénario, parce que c'était juste des matchs, il n'y avait pas d'histoire, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'interview, il n'y avait pas grand chose d'autre. Donc en plus je pense pas que ça aurait été bien doublé de toute façon, donc voilà. Après j'aimais bien New Japan. Bien sûr on trouvait rien en Suisse, on trouvait rien du tout
de tout ce qui était... Il n'y avait pas de goodies, il n'y avait pas de CD, de DVD, il n'y avait rien. Déjà en 99, oui, il y avait déjà les DVD. Mais il n'y en aurait jamais eu ici. Je ne sais même pas qui aurait pu importer ça. Et il n'y avait pas encore d'Amazon, de Shop Online ou de n'importe quoi pour pouvoir les avoir. Donc ça aurait été peut-être des vidéos piratées comme ils faisaient aux States. Aux States, il y avait un grand marché des vidéos piratées. Parce qu'il y a un pote qui m'avait expliqué à l'époque, ouais, au States, t'as le droit de copier des DVD, et d'en faire des cassettes, les revendre, machin, tout ça, ça se faisait, ce que j'entendais. Mais bon, voilà. Donc, de toute façon, ici, pour les avoir, ça aurait été impossible. Donc, quand j'ai été en 99 au Japon avec Martin et Giuseppe, justement, c'est rigolo parce que j'avais pas beaucoup de fric à l'époque, mais on était étudiant en plus, donc on avait vraiment pas de fric du tout. Mais justement pour aller là-bas, j'avais bossé la première fois, j'avais pris la première fois un job d'étudiant et puis j'avais fait quoi? J'avais été à la Migros. Pour les Suisses qui connaissent à la Migros, tout le monde bosse à la Migros. Quand tu fais beaucoup de gens, c'est soit McDo, soit tu fais des petits jobs comme ça, mais c'est soit Migros, Coop. C'est les supermarchés suisses. Et c'est là-bas qu'ils engageaient, en tout cas à ce moment-là, ils engageaient super facilement. Et puis moi j'ai fait mon premier job là-bas, c'était... moi je pensais que j'allais être caissier ou que j'allais être en rayon et tout. Mais en fait non, c'était quoi? Je réparais des aspirateurs. Genre j'étais pas du tout spécialisé là-dedans, mais je faisais des études artistiques, machin, tout ça. Ils ont dit non, à la place pour réparer des aspirateurs. En fait c'était super cool. J'ai vachement aimé de réparer des aspirateurs, c'était simple, c'était poussiéreux, c'était un peu cracra. Mais autrement c'était très sympa. Donc là j'avais fait mon premier job là-bas. J'avais quel âge? Ouais, j'avais 21 ans à peine. Et puis j'avais payé le voyage avec cet argent-là. Et puis, je crois que ça m'avait suffi. Ça m'avait suffi justement de faire un mois, travailler un mois et puis partir le mois d'après. Donc on était arrivé là-bas en août. Et en août, il faut savoir, au Japon, il fait très très chaud, très très humide. Ça a un peu d'importance par rapport à l'histoire que je vous raconte. Et alors le truc, c'est que je savais qu'il y avait le G1 Climax. Parce que je crois, oui, je m'étais renseigné. Il y avait quand même quelque chose d'équivalent d'un petit site internet parce que je savais qu'il y avait le G1 Climax à Tokyo à ce moment-là. Et à Tokyo, je crois que c'est les derniers jours. Et justement, le truc, c'est que je me suis dit, à ce moment-là, il faut que je trouve les billets et tout ça, mais je ne savais absolument pas où trouver les billets. Maintenant, tu pourrais acheter les billets n'importe où, déjà, tu pourrais les choper sur internet, ou tu pourrais... Il y a même des trucs qui sont organisés, je crois, pour les touristes ou comme ça. Et même, tu peux acheter, il y a comme Ticket Corner, des trucs dans les combini, dans les machins. Tu peux acheter ce que tu veux n'importe où maintenant. Mais à l'époque, j'avais aucune idée. Alors, le seul truc que je savais, c'est que je savais les dates, en fait. J'avais les dates et je me suis dit, on va aller je savais même pas à quelle heure c'était. Je crois que c'était, oui, je savais à peu près l'heure, c'était 6 heures. Mais je me suis dit, il faut peut-être attendre ou prendre son billet avant et tout. Et puis, je me suis dit, bon, alors on va y aller. Et j'ai dit aux autres, ce qu'on fait, on va dans le quartier, on va regarder. Et puis, on va bien à l'avance. Et comme ça, si on peut acheter des billets sur place, ou s'il faut attendre, ou machin truc, ou quoi que ce soit, on se pose devant, ou on achète les billets au guichet, je savais pas, guichet, machin, truc, j'y connaissais rien. Donc, après, je me suis dit, de toute façon, c'était un quartier que je voulais visiter, parce que c'est le quartier du Ryogoku Kokugikan, je mettrai une photo, c'est le grand stade. C'est la grande salle où il y a tous les matchs de sumo qui ont lieu. Donc c'est une salle qui est spécialement faite pour le sumo. Donc tu reconnais parce qu'il n'y a pas de siège en fait. C'est juste t'es posé en tailleur sur des petits bancs comme ça là. Et puis c'est pas des bancs, c'est du sol, c'est rien, c'est juste du bois quoi. C'est du tatami, c'est du faux tatami. C'est même pas du tatami, ça fait pou, comme ça quand tu tapes dessus. C'est creux. Et après, le truc, c'est que oui, puis t'as des petites barrières, mini-barrières, des petites barrières qui te rentrent dans les genoux, là, en métal.
Et puis t'as la petite moquette dessus et tout qui fait une espèce d'amorti. Puis je sais même pas si on avait des coussins. Parce que normalement c'est le gros truc, je sais pas si vous avez déjà vu, mais genre il y a des coussins dans toute la salle. Et puis quand les gens, à la fin du show, quand il y a une grande victoire en machin ou un truc, les gens ils balancent les coussins. Je crois qu'au premier Tokyo Dome, au premier climax, il y avait eu ça justement quand Masahiro Chono il a gagné. Et tous les gens ils ont balancé les coussins. Bon, alors, moi je me suis dit, on va au Ryogoku quelques heures avant, et puis on regarde, et puis si jamais il n'y a rien, on va au musée à côté. Je sais pas si le musée il est ouvert, s'ils l'ont refait ou quoi que ce soit, mais il y avait ce super musée qui était Edo Tokyo Museum, et c'était vraiment sympa. C'était un musée où justement, ils avaient refait le pont, je sais plus comment il s'appelle, le pont à Tokyo, là. Ils avaient refait la vieille version en bois. Et puis, ils avaient refait des maisons à l'ancienne, mais c'est dans un grand bâtiment super futuriste, futuriste en 95, on est d'accord. C'était vraiment un bon endroit, donc je me suis dit, si on ne peut pas entrer au show de catch, bon, on va voir à côté. Et puis, il y a aussi le musée du sumo que j'aimerais bien visiter maintenant. Mais voilà. Alors, on arrive là-bas, le show était à 18h, et je me suis dit, on va à 2h. Comme ça, quoi qu'il arrive, on est un peu à l'avance, on regarde ce que ça donne, blablabla. Et alors je savais même pas, oui je crois que l'entrée, je savais même pas où elle était en fait, on a fait tout le tour parce qu'en fait dès que tu sors de la gare, tu tombes sur le Ryogoku, il est juste à côté. Et le truc c'est que moi j'ai dit, on va faire un tour déjà au musée pour voir un peu s'il est ouvert. Je crois qu'il était ouvert, je sais même pas si on était au musée, je me souviens plus. Je sais que j'ai déjà été plusieurs fois, mais je sais plus si j'étais avec eux. Et après, on s'est dit, bon, on va tourner autour de ce Ryogoku, et puis on va regarder si il y a les guichets qui sont ouverts, machin truc. On arrive, et on était derrière, on sortait on descendait de l'esplanade du musée, là, parce que je crois que t'as un grand escalier qui tombe, qui descend de ce musée, et puis là, il y a une espèce de clochard, un gars qui ressemblait à un clochard, parce qu'il était vieux, il était habillé n'importe comment, tout musée comme ça, il ressemblait un peu au gars dans Drunken Master, là, au maître dans Drunken Master 1 avec Jackie Chan, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis celui-là, il nous voit venir, on était 3 Européens, bien sûr, ils n'ont jamais vu ça là-bas. Surtout en 99, il y avait très très peu de touristes européens, donc il était là, mais putain c'est quoi ce machin. Et après, il nous fait Chiquetto, Chiquetto. Et voilà, c'était le mot magique qu'il fallait nous dire, quoi. J'étais là, bah oui, Chiquetto. Et après, alors lui bien sûr, alors je sais pas ce que c'était pas un clochard normal, ça devait être un clochard au bas de l'échelle des Yakuza, parce qu'en fait, quand le mec, on a fait Chiquetto, oui, il a sorti une liasse de billets comme ça. Donc le gars, c'était un revendeur de billets à la sauvette, et puis il nous a... Et puis bon, moi j'étais content, je m'en fous, j'étais là, ouais, super. Et puis en fait, le truc, c'est que je crois qu'il n'y avait pas de place réservée, précisément. J'ai fait, ouais, les places, on veut les places ensemble, pas être perdu, machin truc. Il a fait, ouais, c'est bon, c'est bon. Et puis on a dit, ouais, bonne place. Je sais même plus comment on a parlé un peu comme ça. Et puis moi j'ai parlé un peu avec en katakana English, et puis on s'est compris à moitié. Et puis il nous a revendu, je crois que c'était 50 balles. C'était 5000 yens, non. C'était 5000 yens les places. Ce qui fait, à l'époque, 5000 yens, c'était 70 balles à peu près, 70 euros. Mais maintenant, 5000 yens, c'est 50 balles, c'est 50 francs suisses, ce qui est 50 euros aussi. Mais bon, c'était honnête, alors j'étais, ouais, on s'en fout, on prend quand même, comme ça, on est sûr d'avoir une place. Et après on a pris notre billet. Et puis, bon, on était content, on a chacun un billet, machin truc. Alors déjà mes potes, ils étaient gentils. Parce que ils se sont dit, bon ok Chris, ils en avaient rien à foutre du catch. C'est toujours été comme ça, j'ai pratiquement jamais eu des potes à l'époque, à l'école ou comme ça, qui aimaient le catch aussi.
J'ai essayé de les convaincre, j'étais là, ah, regarde du catch, c'est vachement bien et tout. Il y avait en plus, à l'époque, il y avait la WE, c'était en pleine attitude, c'était vraiment le most ultime, c'était le truc le plus cool qui existait au monde à ce moment-là, en tout cas pour les jeunes de 20 ans, voilà. Et ils en avaient rien à foutre et tout. À chaque fois, je leur montrais des trucs, je leur montrais des VHS, parce qu'on avait que des VHS à l'époque, hein, faut pas rêver. Et je leur montrais des petits bouts, et je me suis dit, ouais, 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 ouais. Non, mais j'étais vraiment des convertis, mais c'est très très dur, quoi. C'est pas évident, quoi. Mais toujours est-il que ils ont été très gentils de venir avec moi, parce qu'ils étaient ouais, bah ok, ça me fait une sortie, quoi. Et après, le truc, c'est que on a été. On avait nos 3 billets. On s'est dit, bon, bah, on va regarder si on peut déjà rentrer, ce qui se passe devant, quoi, parce qu'on était derrière la salle. Et après, le truc, c'est que on a été devant, tout ça, ouf, et on voit, il y a déjà une petite file d'attente, je crois. Et puis on est là, bon, bah, les portes sont déjà ouvertes, il y a un peu de monde et tout. Mais il y avait une toute petite file d'attente devant le guichet. Et puis, parce qu'en fait, tu passais encore un guichet, et après, tu pouvais faire une file d'attente à l'intérieur, il y avait une barrière, tu passais le guichet, il y avait encore, mais par contre, à l'intérieur, après la barrière, qui menait, tu voyais qu'il y avait une énorme file d'attente, ouais, énorme. Il y avait quoi, 50 mètres, 100 mètres comme ça déjà du monde, et c'était 4 heures avant, quoi. Et j'étais là, putain, waouh, ok. Alors là, faut se dire, on est en août, il fait chaud. Et c'était quoi? C'était 14 heures, le soleil, il n'y avait pas de soleil, parce qu'au Japon, t'as pratiquement jamais de soleil à ce moment-là. Le ciel, il est gris-blanc. Et puis en fait, bah, tu es là, bon, bah, c'est gris-blanc, mais t'as quand même chaud. Et t'as quand même un coup de soleil, et c'est quand même pesant. Et on s'est dit, bon, bah, il y a une file d'attente, donc il faut qu'on aille attendre. Mais bon, à ce moment-là, je savais pas que les Japonais, c'était vraiment les gars qui adoraient attendre. Parce que, après, tu te rends compte que les Japonais, ils en ont rien à foutre d'attendre. Les mecs, ils se posent devant des restaurants et tout, ils attendent une demi-heure ou comme ça, ils en ont rien à foutre, ou ils attendent devant un magasin pour acheter une figurine, ou devant un machin, ils s'en foutent, ils attendent. Eux, il n'y avait pas de Natel à l'époque, encore il n'y avait pas de smartphone, et rien, mais ils se posent avec des journaux, des machins, des trucs, ils s'en foutent. Et alors j'ai dit, bon bah on va attendre. Et puis ils sont là, moyen motivé, bah je comprends, parce qu'il faisait chaud. Et après on arrive là-bas, et puis on arrive derrière la fin de la queue, là, la file d'attente. Et en fait, le truc, c'est que, bon, quand on a passé le guichet, ils nous ont donné à chacun des places. Et en fait, le ticket n'avait pas de place notée, de siège. Donc, quand ils ont vu qu'on était ensemble, eh ben. Oh, Yuta, Kali, ça va? Ah, mais on ne te voit pas. On ne te voit pas à la caméra. Oui, t'es fatigué. Oh, vous voyez pas qu'il y a mon chat? Oui, mon chat. Non? Je confonds toujours les noms des chats, je suis désolé. Moi c'est Kali. Ça c'est Kali. Vous l'avez pas vu, vous avez juste vu un petit bout de queue. Tu fous pas le bordel, tu touches pas à la lampe. Non. Tu bouffes pas le câble non plus. Tu tapes pas. Tu fais rien. Tu bouges pas. Ok. Bon. Ah oui, alors en fait quand on a pris le billet, ils nous ont dit ah les 3 étrangers, bon on va les mettre ensemble. Super sympa. Et le truc, c'est que ils nous ont mis, on avait les places ensemble, donc il y avait le, je sais pas, G1, 2, 3, on était ensemble. Voilà, donc j'étais là, super. Et après, on avait vraiment le ticket avec la place, et puis on s'est dit, bon bah on va aller à la file d'attente. Mais c'était pas logique, c'était complètement con en fait. Parce qu'on avait notre ticket avec la place. Donc ça servait à rien de faire une file d'attente, mais bon. Et après, bah, j'ai dit, bon, on va faire la file d'attente. Logique. Et je sais pas pourquoi, mais logique.
Et après, on arrive là-bas, et puis on se pose par terre. Bah oui, parce on sentait qu'on allait attendre un petit moment. Et on s'est dit, bon, bah, on s'assied par terre. Il y a tout le monde qui était par terre aussi. Hein. Il y avait des gars qui avaient mis des linges, des machins, qui avaient des boissons, des trucs et tout. Et puis, je savais pas quand ça allait ouvrir, de toute façon, les portes ni rien. Donc je dis, bon, on attend un petit moment, et puis voilà, je savais pas quoi faire. Et, après, et après, je regarde mon sac, et puis je suis là. J'ai oublié mon appareil photo. Et, et j'étais là, non, mon appareil photo. Bah oui, il n'y avait pas de smartphone. À l'époque, tu prenais ton appareil photo. Bah, en tant que touriste, déjà, j'avais un appareil photo. Mais quand t'allais à un truc important, bah, tu prenais un appareil photo. Et tu faisais des photos, c'était un peu tu faisais pas des photos tous les jours pour des conneries, tu faisais des photos pour des événements, pour des choses qui étaient importantes et qui avaient du sens d'être sauvegardées en images. Mais là, je l'avais oublié. Et en plus, c'était un appareil trop bien. C'était un Kodak Advantix. Et en fait, c'était de l'argentique, hein, faut pas rêver, c'était pas encore du numérique. Il y avait des numériques, mais c'était tout pourri. Et en fait, c'était un appareil où tu pouvais choisir en fait le cadrage au moment où tu faisais la photo. Et en fait, tu switchais, clic, 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 là. Et puis tu faisais tu pouvais faire une photo comme ça, en 16 neuvième, vraiment en landscape, tu pouvais faire des photos comme ça. Et tu pouvais faire des photos carrées, machin, et du 3/4. Et c'était super cool, parce qu'après, quand tu développais tes photos, parce qu'en fait, t'envoyais ton film à l'époque, hein, pour ceux qui se souviennent, t'envoyais ton film, et 2 semaines après, ou 1 semaine après selon, bah, tu recevais tes photos. Et c'était cool parce que tes photos, elles étaient vraiment grandes, elles étaient comme ça, c'était des grosses photos. Et puis, en tout cas, les panoramiques étaient grosses comme ça, et puis après, c'était des photos normales. Et puis j'étais là, non, j'ai oublié mon appareil photo, j'aurais tellement voulu faire des photos, c'est la première fois que je vais voir du catch japonais, gna. Et puis le truc, c'est que l'hôtel, le Ryokan, il était à 3/4 d'heure, au moins. C'était Gotanda, et jusqu'à... c'était quoi l'arrêt? Je me souviens plus du nom d'arrêt de... Ryogoku. Et en fait, tu dois aller jusqu'à Akihabara. Et après, à Akihabara, tu dois descendre de la ligne jaune, là, puis tu dois prendre le Yamanote Line, la mer claire, là, et tu dois aller encore jusqu'à Gotanda. Mais ça paraît rapide. Non, c'est pas rapide. C'est quand même un truc où c'est un quart d'heure. Après, tu dois changer de line. Après, tu dois prendre encore bien 20 minutes. Parce qu'en fait, la Yamanote, on se dit, c'est rapide parce que c'est une boucle. Oui, mais c'est rapide, mais t'as quand même des tonnes d'arrêts. Et puis en fait, c'est super long. C'est super long en tout, quoi. Donc là, ça faisait bien 45 minutes pour aller. Mais moi, j'ai dit à mes potes, bon, les potes, je veux absolument faire des photos. C'est super important pour moi. Et en plus, bon, je vous mets des photos, mais en fait, elles étaient un peu pourries. Mais bon, c'est pas grave. Je vous dis, je voulais faire des photos. Et puis j'ai dit, bon, allez go. J'ai dit à mes potes, on y va. Non, j'y vais. Vous restez là parce que c'est important de garder la place. Alors que, bon, après coup, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas du tout besoin. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Moi, j'ai dit à mes potes, j'y vais. Je vais chercher l'appareil photo parce que je veux absolument faire des photos. Et là... Et puis les potes ils ont fait ok d'accord. Alors j'imite un peu Martin. D'accord, on fait pas trop long machin. Et alors j'y vais. Et puis de nouveau alors ça a été long. Et il faisait chaud quand j'ai pris le train et tout. Je me souviens parce qu'il faisait la lumière était assez forte là. Comme j'ai dit avant, c'était blanc clair. C'était vraiment du blanc clair très très fort comme ça. Et puis après j'ai pris mon train, le machin et tout, puis je commençais déjà à transpirer, je me souviens, et tout, parce que je crois que c'était là où il y avait aucun Jap qui a voulu se poser à côté de moi, tu sais, genre j'avais l'impression que
que j'étais pollué de transpiration, quoi. Mais j'ai pas beaucoup de transpiration. Non, je transpire pas beaucoup, mais là, il faisait tellement humide, tellement chaud, je devais être tout trempé, mais bon, c'est pas grave. Et après, justement, c'était cool, je pouvais changer à l'hôtel de t-shirt. Et ça fait long. Là, j'ai pris mon temps hein, quand même, parce que je me suis dit, bah, moi, ça me fait chier d'attendre, donc je vais prendre mon temps, c'est à 6 heures le show, donc je prends mon temps. Et après, j'ai pris les 2 trains, machin, truc, tout ça. Et puis après, je suis arrivé à Moriokan. Alors, j'ai pris une boisson, je crois, avant au petit Konbini. Alors, j'ai apprécié ma petite boisson. Alors, je me suis dit, je vais quand même me poser. Il fait quand même chaud, je vais me poser dans ma petite chambre. Là, j'avais en plus une chambre à moi. Parce que moi, à l'époque, je fumais. Et puis mes 2 potes, ils fumaient pas, donc ils voulaient pas. Et puis qu'on avait chacun, il y avait une chambre pour 2, une chambre pour 1. Moi, j'ai dit, je fume, tout ça, machin. Et puis, alors, j'ai bien pris mon temps. J'ai fumé une petite clope en buvant ma petite boisson. Je crois que c'était un café au lait, je crois, un truc comme ça. Pour ceux qui connaissent les cafés au lait déjà, ils savent que c'est les meilleurs cafés du monde. Et quand c'est l'été, et puis qu'il fait chaud, puis que tu bois ton café au lait, puis que t'as une petite clope et tout, c'est trop cool. Et puis là, j'étais dans ma petite. J'avais ma chambre perso avec mon petit cendrier en céramique et tout. J'étais là, ouais, ok, d'accord et tout. Et puis après, j'ai rentré aux toilettes, après je me suis changé, après j'ai mis un autre t-shirt, machin, tout ça, et puis j'ai pris mon temps. Après, j'étais quand même gentil, j'ai été chercher au Konbini encore des boissons pour mes potes, et puis j'arrive là-bas. Alors encore, je prends mon temps. Tu veux dire bonjour, Kali? Viens dire bonjour. Viens dire bonjour. Ça va, Kali? Tu dis bonjour ici? Dis-moi bonjour à la caméra. Dis bonjour aux gens. Dis bonjour aux gens. Oh là là. Oh, ça va? Oh, t'as bien dormi? Oui. T'as ton petit body, parce que tu t'es fait opérer hier, hein? Ou t'as l'air en forme. T'as l'air en forme. Ouais. Tu vois? Tu nous vois dans l'écran? Oui, c'est bien. Tu veux dormir un peu? Dors pendant que je parle. Alors j'arrive là-bas, et puis... Oh, t'es gentil. Oh, qu'est-ce que tu fais? Bon, tu peux jouer avec les chaussures. Ah, tu veux pas jouer? Bon. Alors, j'arrive là-bas. Et puis... Alors, comme je vous ai dit, j'ai pris mon temps. J'arrive là-bas. Non, fais pas trop de bruit. J'arrive là-bas. Putain. Martin, il était par terre. Ils avaient 2 ou 3 bouteilles, je crois, qu'ils avaient descendu parce qu'ils ont été au soleil. Les mecs, ils ont failli faire une syncope. Ils étaient au soleil depuis plus d'1 heure et quelques. Et même 2 heures, je crois. J'avais fait super long. J'avais fait au moins 45 minutes pour aller, 45 minutes de retour. Et puis après, j'ai fait encore une demi-heure de tranquille, rien foutre dans la chambre. Donc j'ai fait super long. Et puis après, j'arrivais là, je me souviendrai toujours, Martin était comme ça par terre. Solo, comme ça. Et puis il y avait des bouteilles de thé, de machin et tout ça à vider. Et puis Giuseppe, lui, je crois que... Bon, c'était un métalleux à l'époque et je crois qu'il s'habillait encore en noir. Il s'habillait en noir tout le temps, en noir foncé, en gris foncé, en brun foncé, en noir et en noir clair. Et métalleux, quoi. Et puis je pense qu'il a dû crever de chaud aussi. Et puis, je suis arrivé, j'avais comme une fleur, tu sais, j'étais bien, je sortais juste du wagon du train qui était tout climatisé, avec moi. Mais en plus, le truc, c'est que je m'en voulais pas, je disais, je vous apporte des petites boissons et tout, c'est cool. Et puis après, je suis arrivé, et puis ils m'ont fait, connard, t'as fait trop long, salaud. Et puis bon, voilà, quoi, voilà. Et après, justement, c'était sympa parce que j'ai pas attendu trop longtemps au soleil. Une demi-heure après, ils ont ouvert les portes. Et après, je suis arrivé dedans. Et puis là, on découvre notre place. Et oui, parce qu'il faut quand même que je parle de catch. Ça, j'ai parlé du Japon et de la chaleur et des conneries comme ça. On va parler catch maintenant. Et le truc, c'est que... Alors, on est arrivé dans le bâtiment. Qui est, c'est un peu à l'ancienne, hein, c'est vraiment un truc des années 60-70, un peu carré, à l'intérieur c'est assez austère et tout. Je crois que le sol c'est un peu du lino, du machin, ouais c'est un peu bâtiment solide à l'ancienne quoi. Et il y avait du shop, il
Il y avait un peu de shop, mais bon, comme j'étais un peu pauvre, j'avais pas beaucoup de quoi acheter. Je crois pas que j'ai acheté de t-shirt à l'époque, j'ai que acheté ça. Parce que je me suis dit, ça, c'est le truc qui va rester. Et puis, bah oui, il est encore là, hein, 30 ans après, non, 23 ans après. Et puis, le truc, c'est que le t-shirt, non, les t-shirts, ils n'étaient pas incroyables. Et puis, surtout, moi, j'ai regardé un peu ce qu'il y avait. Les posters non plus, les posters, ça se fout en l'air. Les posters, quand tu pars en voyage, bah, ça se crabouille et puis ciao, quoi. Et alors, c'est pour ça que je me suis dit, je prends ça. Et en plus, c'est cool parce que tu vois, il y a la petite feuille avec les matchs. Tu peux voir les matchs de la journée parce qu'ils sont imprimés le matin, comme ça. Et puis, bon, bah, après, on fera une petite. On regardera un peu le truc. Je vous montrerai, je sais pas comment je vous montrerai, mais je vous montrerai des images de ce. Oh, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a encore? Ouais, non, il y a plein de trucs, à montrer, donc des trucs sympas. Je vais le feuilleter un peu, et puis après je vous mets des photos. Donc t'as la petite feuille de match, et puis t'as chaque catcheur, avec un petit résumé et tout. Avec c'était groupe A et groupe B, comme d'habitude. Et puis... voilà, il y a 12 personnes, c'est peu. Maintenant, il y en a beaucoup plus, je me souviens plus, là, le 21... Non, le 22, la G1 Climax 22, je sais plus combien ils étaient, mais il y avait 4 groupes, il y avait 6 par groupe, je sais plus, en tout cas, il y avait plus de monde. Et il y a des petits résumés des anciens matchs, je crois. Il y a des parties en noir et blanc avec tous les vainqueurs de l'époque. Des petites images de Masahiro Chono, machin truc, à l'époque avec Onita, version Bad Boy, et tout ça. Il y avait la pub du jeu sur Dreamcast. Ça, je vais vous en parler parce que c'est pourri. Mais j'étais tellement hypé par ça. J'étais tellement hypé par ce jeu. Il était vraiment... la couve, elle était bien. La pub, je la trouvais cool. Et puis, franchement, j'étais ultra hypé par Toukan Retsuden 4. Mais franchement, il est ultra pourri. Et tous les Toukan Retsuden sont pourris. Ils sont tous pourris. C'est moche, ils sont tout carrés, ils sont pas maniables, ils sont lents et tout. C'est vraiment une catastrophe. Alors peut-être des gens qui vont dire, ouais, à l'époque, j'adorais. Oui. Peut-être les premiers, ou j'en sais rien, parce qu'il n'y avait rien d'autre et tout. Ah oui, il y avait aussi un peu de shop. Il y avait des choses sympas dans le shop. Bah, peut-être que je vous ferai quelques zooms sur des trucs. Alors, c'était un peu la mode Aristrist. Aristrist, c'était la marque à Masahiro Chono. Et il sortait la marque de fringues, donc la marque de goodies et de fringues Masahiro Chono. Donc là, vous avez une montre, elle est un peu moche, la montre, je sais pas si on peut voir, la montre, non, on voit rien du tout. Et je vous la montrerai après en image. Il y a la montre de Masahiro Chono, là, bon, elle est quand même 250 balles. Après, il y avait il y avait quoi encore? Il y avait... Ah, j'avais acheté aussi, oui, j'ai acheté ça et j'ai acheté l'éventail. Voilà, j'ai gardé l'éventail parce qu'en plus c'était pratique l'éventail parce qu'il faisait chaud. Et puis avec les deux lions là. Il y avait des bons, il y avait un ou deux bons shops. Alors c'est moins foufou que maintenant, c'est moins fourni que maintenant, bah c'est que des trucs noirs, tu vois, des t-shirts noirs, des machins, des... Bah oui, c'était un peu la mode New World, NWO Japan, donc c'était un peu dans ce truc-là. Et Aristrist aussi, c'était que du noir, bah, tu vois, genre t'as un triangle et puis le truc noir. Et puis il y avait des figurines aussi, bah, je vous les montrerai mieux. Et puis le classique rouge et blanc de la New Japan aussi. Et puis après, bah ouais, t'avais un peu ça, quoi. T'avais 2-3 petits machins, des dessins, une pub pour justement Toukan Retsuden 4. Mais on me l'a fait pas. Oui, on me l'a fait justement, mais on me l'a fait plus. Et puis voilà, quoi. Il y avait des images du Battle of Last Summer. Ouais, alors, là ça cartonnait bien, elle marchait bien, la New Japan à ce moment-là. Ah, il y avait même des figurines, ça c'est chaud, ça c'est tellement rare, les grandes figurines, les jolies figurines New Japan, parce que tu as les trucs qui sont des jouets New Japan, comme il y a dans le shop là, je montrerai une image, mais putain, les grosses figurines de catcheurs, il n'y a pas grand chose en version Jap.
Déjà en version US, il y a deux trois trucs, mais après oui, t'as des trucs, je sais pas ce qu'il y a comme collectible. Je crois qu'il y a d'ailleurs des figurines grandes comme ça, des Stone Cold machin comme ça. Mais à l'époque, surtout à cette époque-là, c'était pas du tout, ouais quoi, 7000 yens. Ouais, c'était des figurines à 80 balles. Ouais. Alors qu'il y avait dans les catcheurs, bon, il y a déjà les gars qui ont pris leur, ils ont tous pris leur retraite. Tous. Nishimura, Takashi Iizuka, Kengo Kimura, Hiro Saito. Mais la moitié, ils sont soit morts, soit retraite. Il y a pas beaucoup qui catchent encore. Ouais, Shinjiro Otani, je crois qu'il a pris sa retraite aussi. Et voilà, Kazuyuki Fujita. Oh, on voit rien du tout. Kazuyuki Fujita, là. Ah, je vous montrerai l'image après. Kazuyuki Fujita, Shinya Makabe, mais Togi Makabe, maintenant il s'appelle. Mais bon, il catch encore un tout petit peu, mais c'était... Il y a Masakazu Fukuda, je me souviens, il était dans les Young Lions, mais non, c'est pas les Young Lions. C'est un des débutants, mais il était mort, je me souviens, il y avait eu un scandale. Parce qu'il était mort, il y avait une histoire avec Hiroshi Aze, ou je sais pas quoi, mais il y avait une histoire un peu sombre avec ça. Et autrement, mais il n'y a même pas... C'est qui les Young Lions, bordel? Ah, voilà, Takei... Non, c'était Inoue. Je confonds avec Takehiko Inoue, c'est machin truc Inoue. Il était vachement bon, Inoue. Je me souviens plus son nom, j'irai voir. Mais lui, il était super bon, il était dans les légers. Il y a Tiger Hattori comme arbitre. Et puis encore, je sais plus... Norio Naga aussi, mais il n'y a plus Red Shoes. Non, il n'était pas encore là, Red Shoes, je crois. Et puis, il y avait la super photo de Shinya Hashimoto à la fin, là. Hop. Voilà. Et donc, moi, j'étais ultra hypé, hein, en attendant, là, j'ai lu... en attendant dans la salle, j'ai lu ça. Alors, déjà, on arrive... Alors, j'ai acheté mon truc, j'étais content, j'ai acheté mon inventaire, j'étais content. Et puis, bordel, après, on arrive dans cette salle. Et puis, on fait « Oh, c'est où, machin, truc, tout ça. » Et puis, il arrive, machin... on regarde un peu. Bon, c'était assez clair parce qu'en fait, t'avais les points cardinaux. Et puis, je sais plus quelle place on avait, mais j'ai reconnu en kanji les points cardinaux parce que je savais un tout petit peu japonais. Alors, j'ai reconnu les kanji en points cardinaux. Et puis après, on a été à d'autres places, mais justement, t'arrives là-bas. C'est pas un siège, c'est un carré. Un carré avec des barres en métal. Et puis, c'est 1m50 sur 1m50. Encore, je suis assez large. Hein. Ouais, c'est 1m50 sur 1m50. Ouais, 1m35 sur 1m35 pour 4. Et puis, Martin, il fait « Oh, attends, mais comment on fait là ?» Ben, j'ai dit « on se serre un peu. » Puis, il y avait un autre gars. Il y avait un pauvre japonais. Il y avait un pauvre japonais qui était déjà tout seul dans le carré, là. Il s'est dit « Ah, cool, je suis seul dans mon carré. » Non, t'as 3 étrangers qui arrivent, et puis... Martin, il était plus grand que moi, et tout. Il faisait genre 1m90, et puis il avait des grosses jambes, et tout. Et puis il le poussait... On avait vraiment pris toute la place du truc. Le gars, il était juste un peu compressé derrière. Alors, voilà, quoi. C'est l'endroit qui est comme ça. C'est pas génial, parce que soit t'es... Non, mais t'as pas... Normalement, quand tu vas voir le sumo au Ryogoku, le sol, t'es posé au sol sur des coussins. Quand t'as le premier rang au sumo, t'es posé au sol. Donc t'es assez libre, tu vois, t'es pas compressé. Mais après, dès que t'as les premiers rangs, t'as un... Deuxième rang, je crois pas qu'il y a des barrières, ou je sais pas quoi. Non, je crois pas qu'il y a des barres, parce que dès que ça monte, il y a des espèces de marches comme ça, puis il n'y a pas encore de barres. Mais nous, on était à l'endroit, justement, où il y avait des barres. Mais c'était bien, on voyait pas mal du tout encore, hein, j'étais assez content. Et puis on arrive, on attend un petit moment, moi je lis ça, machin truc et tout. Et puis après, le show, il commence. Et puis, alors, je me souviens plus. Alors, comme c'est climax... Alors, il faut dire aussi, j'ai pris les photos, parce que j'ai pas été chercher mon appareil pour rien non plus, je vous montre quelques photos, je vais vous mettre, pendant que je parle, quelques photos. J'étais tout content, ça fait des photos assez larges, machin, bon, elles sont toutes floues, mais c'est pas un défaut, c'est pas moi qui ai fait de la merde, c'est
c'est que la technologie, voilà, numérique à l'arrache, analogique à l'arrache, comme ça, avec un flash qui fait rien du tout, et puis voilà, automatique, n'importe quoi, ça fait ce que ça fait. C'est pas net, mais voilà, ça fait quand même des petits souvenirs. Alors, il y a eu quelques matchs, je crois qu'il y a eu un match tag, un match par équipe. Il y a eu 2 matchs par équipe au début avec. Il y a eu Yushin Thunder Liar, je crois que j'étais super content de le voir, parce que je le connaissais déjà, justement, comme j'ai dit, de 95. Et puis Kendo Kashin aussi, j'aimais bien, mais je crois que je connaissais pas, mais l'autre j'ai trouvé sympa. Et puis après, tu avais un match par équipe, justement, là, avec une équipe qui n'existe plus, là. Bon, c'est tout en kanji, c'est tout marqué en kanji, alors il y a des noms, je ne reconnais pas. Hein. Après, après, tu as ces 3 matchs. Tu as les Young Lions qui font leur premier match, les débutants, là, qui font leur match où ils sont tous en slip. Pour ceux qui ne connaissent pas la New Japan, donc tu as les débutants, ils font toujours un match au début du show. Ils font leur truc, ils font un match assez simple, on va dire. Ils ont un slip noir et ils commencent pas, il n'y a pas des tricheries, des machins, des histoires de fous. C'est vraiment du catch pur, simple et efficace, on va dire. T'as pas des finishes de fou non plus, t'as pas des sauts en dehors du ring, t'as rien. C'est un match classique qui est vraiment là pour montrer que les mecs ils connaissent les bases, quoi. Et ensuite, t'avais 2 matchs par équipe assez sympas. Avec des légers au début, avec Kendo Kashin et Yushin Tadarayer dans un coin, et Shinjiro Otani, et puis l'autre nom, je reconnais pas. Et après, tu avais un match de poids lourd, et je crois que c'était avec Tenzan. Non, c'est pas Tenzan. Il y avait. C'était des gars qui avaient des bâtons, c'est Tatsutoshi Goto, et puis je ne sais plus qui. Voilà, Tatsutoshi Goto et Michiyoshi Ohara, qui avaient un match. Contre une autre équipe que je ne me souviens plus. Mais c'était des matchs assez sympas parce que je crois qu'ils avaient leur bâton en bois là. Et puis je crois que je sais plus s'ils ont utilisé pour emmerder et tout ça. Il y a eu un peu du catch un peu pas fantasy mais un peu rigolo quoi. Et après t'as eu la pause. Alors la pause, tu vas te balader, machin, il y a un peu de shop, tu peux aller prendre à boire, tu peux aller. C'est assez sympa, c'est assez sympa. Et j'y étais, je sais même plus si, je crois que j'ai juste été aux toilettes, et après j'ai regardé un peu ce qu'il y avait au shop encore. Après je suis revenu, et puis là t'as les putains de matchs interminables du D1 Climax. Et franchement, même moi qui adore le catch, et j'adore la New Japan, j'adore les matchs un peu techniques, machin, strong style, on fait des chops, machin, on fait du chain au début, un peu technique, machin. C'était quand même un peu relou, quoi. C'était des matchs qui se ressemblaient beaucoup. Alors oui, t'avais des strong style qui faisaient des gros coups, machin, t'avais... vu que je les connaissais pas tous, alors j'ai pu les découvrir, ça c'est clair. Mais je connaissais déjà Muto, je connaissais Chono, j'adorais Chono. Mais après, les gars comme Manabu Nakanishi, à cette époque-là, je n'en avais rien à foutre. Comme Tadao Yasuda, je m'en foutais un peu aussi. Voilà, il y en avait plein qui ne voulaient pas dire grand-chose. Et puis le style, il était quand même assez similaire chez tout le monde. Il y avait pas, à l'époque, les poids lourds étaient pas, c'était pas des foufous quoi. Les mecs ils faisaient pas des, c'était pas comme maintenant où la moyenne des poids lourds fait quand même des sauts par-dessus la 3e corde. Ils font quand même des trucs un peu plus acrobatiques, plus rapides. À l'époque c'était vraiment du strong style pur et dur où c'était propre, carré dans le sens où c'était simple. Mais c'était pouf, je te file un gros coup, et paf, toi tu te donnes un coup aussi, et puis c'est qui le plus viril? Bah c'est moi le plus viril, non c'est moi, et voilà. C'était vraiment, c'était ça quoi, c'était du strong style pur et dur. Et mais les mecs ils étaient costauds, donc ça fonctionnait. Un mec comme, c'était qui Nagata à l'époque, j'allais dire Chono, mais Chono il a un physique. À l'époque, il était un physique qui commençait déjà à devenir un peu mince, mais quand t'as Kensuke Sasaki qui arrive et qui fait une corde à linge, mais t'as là, ok, les mecs, ça c'est balèze, quoi. C'était le niveau
WO de l'époque où les gars ils étaient costauds, et puis quand tu voyais qu'un coup qui te donnait, voilà quoi, il n'y avait pas besoin de faire des pirouettes pour convaincre quoi. Mais bon, alors là justement t'avais ces putains de matchs qui commençaient, et puis bon mes potes ils en avaient, là ils ont trouvé cool les premiers matchs. Justement t'avais le match simple, le match acrobatique, et puis le match un peu fantasy, donc ça fonctionnait. Après, il y avait justement ces matchs qui duraient tous un quart d'heure, 10 minutes, 20 minutes, machin, de même, un peu la même formule à chaque fois. Sauf, bien sûr, tu avais des gars comme Kazuo Yamazaki, qui, je crois qu'il faisait partie de l'UVF avant, qui est venu après. Donc l'UVF, c'était un truc un peu shoot wrestling réaliste, quoi. Donc les gars, ils faisaient surtout des coups de pied un peu. C'était un peu le même style que Nagata. Et je crois qu'il est tombé contre Nagata Yamazaki. Dans ce match, je crois qu'il est contre qui? Non, il n'est pas contre Nagata. Bon, je croyais que c'était Nagata, mais bon. Nagata, il est contre. Bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, non, Yamazaki, justement, c'était un catch technique avec des prises de jambes, des clés de. Qu'on s'appelle? Des clés de cheville et machin. Donc tout ça, c'était. Je dirais que maintenant, avec tout ce que j'ai regardé de catch, j'apprécierais peut-être plus. À l'époque, oui, c'était cool, j'étais à l'endroit, j'étais devant le show, c'était cool, il y avait l'ambiance, il y avait les gens qui faisaient... c'était japonais, donc la réaction du public japonais, pour ceux qui connaissent, c'est... oh. Voilà, c'est ça. À la fin, ils crient, mais pendant tout le match, au début, c'est... Voilà, c'est ça. Ça commence tranquille, quoi. Je veux dire, c'est pas du genre... les gens, ils vont pas commencer à faire... tu sais quoi qu'ils disent maintenant? C'est quoi? Du genre, le mec qui commence le cup, là, et puis c'est... Fight forever. Non! Non, là, c'était vraiment, genre, les matchs de catch japonais, tu dois faire 20 minutes de vrai putain de match chain avec des grosses chops, des machins, tu dois builder vraiment, le match il doit vraiment être prenant pour qu'ils réagissent beaucoup, parce qu'ils réagissent comme des zinzins après, hein, ils réagissent vraiment bien, mais il faut que ça soit, ils réagissent pas pour rien. Donc je dis pas qu'on réagit pour rien maintenant, mais presque. Donc là justement, les matchs, ça fonctionnait comme ça, et puis au début on disait ah, c'est calme et tout, puis après non, après ça monte. Mais justement, et ce qui est intéressant, c'est que ça monte assez logiquement. Et c'est là que tu vois quand même que la New Japan est bien foutue dans le sens où c'est les 2 derniers matchs où il y a eu, c'est même le dernier match, c'est le dernier move où c'était, comment dire, c'est le dernier move qu'on a réagi le plus, que toute la salle a le plus réagi. C'était quand, je me souviens, c'était Keiji Muto. Il a fait un Frankensteiner avec tombé à Kensuke Sasaki. Donc les gens ils étaient là, oh! Mais moi aussi j'étais là, oh! Bah oui, c'était le seul mouvement spectaculaire depuis 1h30, donc c'était la folie. Et c'est ça normalement qui devrait y arriver. C'est que pour un show de catch, c'est la fin. Ça doit être un crescendo d'émotion jusqu'à la fin, ça fait bon, c'est vachement bien. C'est là que tu dois réagir le plus. Et en fait, voilà, ça veut dire que c'est bien foutu. C'est pas... je me souviens toujours qu'il y a un gars qui m'avait dit, on regardait WrestleMania, et puis il m'a fait, ouais, la plus grosse pop... Non, c'était au show de Genève, où il y a un ami qui m'a dit, ouais, en fait, la plus grosse pop, c'était Hornswoggle. Voilà, quoi. Oui, Hornswoggle au début du show, quoi. Donc voilà, c'est pas comme ça que ça devrait être. Normalement, ça devrait être comme ils ont fait là, à la fin. Le main eventer qui fait son finish
un finish, et puis que c'est là que t'as la plus grosse pop, et puis là ça a popé à fond, quoi. Les gens ils étaient fous, moi aussi, tout le monde était content, puis mes potes ils ont popé, c'est oh, c'est fini, c'est enfin fini, on va pouvoir se casser. Les mecs, je les ai fait attendre 3 heures au soleil, et puis après j'aurais fait attendre 3 heures devant du catch où il se passait plus rien. Non, ils ont aimé les 3 premiers matchs, mais bon, voilà quoi, ils ont attendu un bon moment, en fait ils ont fait qu'attendre, quoi, mais bon. Voilà. Alors après. Ah, et encore mon chat. Ça va. Après, justement, bah, il y a eu cette fin là, et puis c'était super cool. En fait, j'étais vachement content. J'étais vachement content, et puis, tu veux déchirer, tu veux déchirer le programme. Mais bon, voilà, c'était très bon souvenir. Après, on a. Bon, si ça bouge, c'est pas un tremblement de terre, hein, c'est mon chat qui marche à côté là. Et voilà, tu fais tout bouger, merci. Qu'est-ce que tu fais? Mange pas. Non, tu te jettes pas. Bon, ouais, je te jette dedans, pas grave. Bon, oui, alors c'était super cool. Et moi, j'étais très content du show. Et voilà quoi, Après, c'était mon premier show New Japan. C'était pas le meilleur, parce que moi, après, j'ai été la voir encore en 2003. Et j'ai été la voir en 2012, je crois. Donc, j'ai pu. Non, 2009. Je sais plus. J'ai été voir plusieurs fois. Mais ça, c'était pas le meilleur show. Après, on verra pourquoi, parce qu'il y avait. Peut-être je ferai une petite historette sur les autres shows, mais il n'y a pas vraiment d'intérêt parce que c'est passé un peu différemment. Mais justement, le coup des billets, c'était moins chaud, et puis voilà quoi. C'était moins hasardeux. Là, c'était vraiment, on partait à l'aventure, dans un. On partait voir un show complètement perdu, pas perdu, mais je veux dire, pour moi, je savais pas où j'allais, je savais pas si on allait pouvoir rentrer, je savais pas s'il y avait des tickets, je savais pas comment ça allait coûter. Et puis voilà, donc au final, on a pu aller, c'était très sympa. Et pour moi, j'avais eu beaucoup de chance à l'époque d'aller pouvoir voir ça. Bah, déjà, il y avait personne, t'avais aucun Européen dans la salle. Ça, je m'en souviens, t'avais aucun Européen dans la salle. Peut-être un, je me souviens plus si c'était en 2003 que j'en avais vu un. Mais là, j'étais seul. Déjà, quand tu prenais le métro à l'époque au Japon, c'était déjà étonnant de voir en 99 un occidental, de croiser un occidental. Oui, t'en croisais toujours un ou deux à la gare, comme ça. Mais c'était pas comme maintenant où tu vas et puis t'as tout le monde, t'as tous les petits youtubeurs qui vont faire leur dégustation de sushi et puis leur achat à Kiabara et puis leur machin, leur truc. Non, là-bas t'étais vraiment t'étais un peu le pionnier quoi, qui allait chercher au hasard tu t'allais avec ta machette et tu giclais les japonais pour pouvoir accéder à ton jeu préféré quoi. Mais bon, je parlerai une autre fois des jeux parce que j'ai aussi été à Kiabara et puis vu que j'aimais bien les jeux vidéo, bah c'est normal, tu vas aussi à Kiabara et puis j'ai chopé quelques jeux de catch, ça il faut que j'en parle aussi des jeux de catch que j'ai chopé là-bas parce qu'il y avait des trucs assez sympas et que je vous parle surtout pas de Tukon Retsuden 4 qui est tellement pourri. Je vais vous mettre quelques images en même temps de Tukon Retsuden parce que c'est un scandale comme c'était pourri et c'était à l'époque. Est-ce que c'était le seul jeu? Non, je crois qu'il y avait Giant Gram qui était sorti, qui était super cool comme jeu vidéo. Je crois qu'il était déjà sorti, mais je me souviens plus. Mais il y avait la version Saturn de Giant Gram qui était sortie avant, donc c'est comme ça que je connaissais je crois que je connaissais déjà la All Japan à ce moment-là. Mais bon, la All Japan c'était encore plus obscur, donc j'aurais vraiment pas su. Même quand ils étaient rien, je savais rien de la All Japan à l'époque. J'avais vu quelques matchs de la All Japan à tout hasard, c'était en MPEG. Il fallait télécharger des fichiers MPEG qui devaient faire 100 sur 200 pixels, tout pourri, c'était 30 mégas, mais pour l'époque 30 mégas c'était 4 heures de téléphone, quoi, c'était la folie. Mais bon, toujours est-il que c'était très bien. Je vais vous... Non, vu que vous l'aurez, je vous mettrai quelques images de ça, mais
Normalement, vous devez les avoir, donc je les aurais montrés avant. Et puis tout ce que je peux vous encourager, c'est d'aller voir le New Japan en vrai. Si vous aimez le catch Jap, allez voir le New Japan. Ça, c'est clair. Alors maintenant, c'est pas la même chose parce qu'il y a encore les règlements Covid. Je sais même pas si tu as le droit en fait d'applaudir. Oui, ils ont le droit d'applaudir, ils n'ont pas le droit de crier. En tout cas, ils crient pas. Alors je sais pas s'ils crient pas parce que c'est chiant. Parce que la New Japan est chiante depuis 2 ans. La New Japan, je m'emmerde quand je regarde la New Japan. Pourtant, j'adore. Hein. Pourtant, je suis le premier à dire que c'est super. Hein. J'adore Okada, j'adore Naito, machin. Mais bon, Okada et Naito depuis 10 ans, ça va. Ça va. C'était super avec Kenny Omega, il y a eu des très bons matchs avec Jay White, mais bon, Jay White aussi, ils font tous des gros matchs, hein. Je dis pas, Ospreay c'est un génie aussi, voilà, mais ça se répète quand même beaucoup, et t'as pas l'impression qu'il y a vraiment d'histoire et tout ça, parce que même maintenant si c'est en anglais, puis que c'est un peu introduit, puis que tu peux aller lire des trucs sur le site internet, bah je trouve pas que ça soit si intéressant que ça. Et Shingo Takagi? Non, ouais, c'est Shingo Takagi. Il est super bon aussi, ils sont tous bons, hein, ils savent tous faire des bons matchs. Mais à un moment donné, tu dois quand même enrober ton match dans une espèce de hype. Tu dois enrober ton match dans une sorte de storyline ou de contexte ou de quoi que ce soit qui motive à regarder. Parce que voilà, moi j'aime bien les bons matchs, mais je vais pas forcément regarder tout un pay-per-view de 3 heures. Je veux dire, maintenant on peut regarder tous les shows, mais c'est la boucle, putain, les mecs, c'est toujours la même chose, tout le temps. Oui, alors c'est normal, si t'as 10 000 dates à la suite, c'est normal, mais t'as l'impression que c'est toujours la même chose, parce qu'il y a rarement du contexte ou quelque chose de différent. Oui, des fois ils essayent de mettre une petite histoirette en plus. C'est tu m'as volé mon machin, je t'ai cassé la tête avec ça. C'est t'as volé mon t-shirt ou j'en sais rien. Oui, ouais, bon, ok. Mais et même le problème, c'est que dès qu'ils essaient de changer, de faire un personnage, genre il y a un personnage qui devient heel, il devient méchant. Mais des fois, c'est fait de manière tellement bête que c'est pas. C'est pas que c'est pas crédible, j'aime pas ce mot-là pour le catch, mais je veux dire, t'es là, ouais, ok, comme Shaw. Shaw, il était super bon. Shaw de Roppongi. Non, c'était pas Roppongi. Ouais, Roppongi Vice. Non, c'était pas Roppongi Vice. Ah, c'était 3 Pongi. Non, l'équipe là, c'était Roppongi 2K, 3K. C'était Shaw et Yo. Alors, Shaw et Yo, ils étaient cool. Après, ils ont séparé un peu. Non, Yo s'est blessé. Shaw, il était tout seul. Shaw tout seul, en gentil, était super cool. Le problème, c'est qu'après, ils ont fait il va devenir méchant. Je sais pas pourquoi, je vais devenir méchant. En tout cas, c'est ce que ça donnait comme idée. Hein. Le mec, il est devenu méchant. Il est devenu. Je vais aller avec les plus méchants. Je vais aller avec Evil. Bah oui, quand t'es méchant, tu t'appelles Evil, c'est normal. Et après, il a été avec Evil, et puis l'autre qui étrangle. Le mec, il sait que faire ça. Il étrangle avec son câble, là, son câble de métal, il étrangle, et puis voilà, c'est étrangleur, je sais pas comment il s'appelle, là, machin. Et il est un bon catcheur, Dick Togo, il est un très bon catcheur aussi. Il avait toute une. Je sais plus dans quelle fédération il était. Je me souviens à peu près. Oui, dans Michinoku. Je crois qu'il était allé à Michinoku un petit moment. Je crois que quand j'ai vu des matchs de la Michinoku à ce moment-là. Mais non, mais des trucs qui sont vraiment, vraiment poussifs à la New Japan. Et puis, à chaque fois, j'essaie de regarder les shows. Et puis, bon, les pay-per-view, je regarde Main Event. Hein, quand même, Main Event, je suis là. Bon, allez, faut quand même regarder et puis leur donner une chance. Mais là, ça fait un petit moment que je leur donne des chances. Et puis, quand même, le climax, j'en avais rien à foutre cette fois-ci. Je sais même plus qui. Je saurais pas te dire qui était le vainqueur du climax cette année. Je saurais pas. Et puis, mais bon, je soutiens toujours la New Japan. On ne dirait pas, ça fait un quart d'heure que je dis de la merde sur la New Japan. Mais bon. Mais non, il faut découvrir la New Japan. Je dirais que maintenant, pour la New Japan,
vu qu'on peut tout regarder avec l'abonnement de la New Japan, c'est bien aussi de regarder des matchs de l'époque, parce qu'il y avait des putains de matchs, dans toutes les époques, hein. Même les gens qui disent « Oh, en 2003, New Japan, c'est de la merde, Inoki, machin, il a fait n'importe quoi ». Non, pas forcément. Il y avait des putains de bons matchs. Chaque année, tu avais des super matchs. T'as même les années où ça allait pas du tout, quand ils ont commencé à faire quand ils étaient en perte de vitesse, et puis qu'ils faisaient des matchs avec ils mélangeaient un peu tout. Ils ont mélangé, à un moment ils se sont dit, oh, on va faire des matchs l'un contre l'autre, on va faire des matchs contre la All Japan, et puis on va faire des matchs contre la Noah, et puis on va mélanger les gens, comme ça les gens ils vont être contents. Oui, il y avait des putains de bons matchs aussi à ce moment-là, il y avait des bons matchs, il y a eu énormément de bons matchs. Après, vous dire exactement lesquels, bah là, de tête, je ne vais pas vous faire des listes de bons matchs. Mais ça vaut le coup, simplement aller, même sur YouTube, tu retrouves très facilement des matchs en entier. Même sur le site officiel de la New Japan, ils te foutent des matchs en entier de l'époque. Surtout, je crois qu'avec le décès malheureux d'Antonio Inoki, ils vont remettre des matchs d'Inoki et tout, que putain, ils faisaient vraiment des bons matchs. Inoki contre Tiger Jitsing, par exemple. Moi j'avais découvert, j'étais là au Tiger Jitsing, c'est new, c'est à l'époque, c'est non, putain, ils ont fait, j'ai un DVD j'avais chopé un DVD d'Inoki, un peu les genre meilleurs matchs d'Inoki et comme ça, et j'adorais ces matchs à l'ancienne comme ça, où c'était un de ces bordels pas possible, où les mecs, où Tiger Jitsing, il arrivait avec son espèce de fleuret, là, ou je sais pas, un truc d'escrime, là, il frappait les gens comme ça et tout, et puis le public, il était proche du ring, tu savais pas où il y avait des barrières, il n'y avait pas de barrières, il y avait tout le monde qui transpirait, tu regardes les gars, ils étaient pleins de sueur, tu sentais qu'il faisait chaud, que c'était l'été, qu'il y avait des journaux partout, il y avait de la fumée, c'était le bordel, mais c'était une putain d'ambiance. Et les gens, ils étaient là, mais le public, il était là, putain, mais Inoki, il s'est fait blesser, il s'est fait poignarder, oh putain, on va tout casser et tout, et puis c'était un truc, tu vivais un événement, quoi. Ah, maintenant, voilà, ça peut rien avoir. Tu regardes l'ambiance, ça peut rien avoir. Bon, je dis pas qu'il faut que ça revienne aussi foufou, qu'elle peut pas revenir aussi foufou qu'à l'époque, mais au moins, putain, quand tu regardes les matchs d'Inoki, même les quelques matchs, en tout cas, les matchs d'Inoki, genre, je reviens encore à mon match d'Inoki contre Tiger Jitsing. Putain, en plus c'était tellement bien foutu. Tiger Jitsing, j'aimais trop, parce que, justement, à un moment donné, il a une espèce, je sais plus ce que c'est, un couteau, une lame, un espèce d'objet, comment il disait, un objet étranger, je sais pas comment il dit, je me souviens plus, un foreign object, c'est pas une fourchette, ça devait être une petite lame, un mini couteau, un machin. Mais c'est fait subtil, c'est ça que j'aime bien. Non, subtil, entre guillemets, au niveau du catch, on va dire. C'est fait assez subtil parce que tu vois, genre, il triche un peu, paf, il lui met un petit coup de lame et tout, mais il triche discret, tu vois, genre, il triche un peu, genre, que ça. Et puis après, il cache un peu son machin, mais ultra discrètement, tu vois. Et puis, du genre, je pense qu'il y avait peut-être sur place, genre, une dizaine, même pas une dizaine de personnes qui avaient vu que le gars, il avait un peu triché, parce que c'était un peu discret, tu vois. Et c'était pas du tout du genre, comme maintenant, du genre, oh, regardez, j'ai la chaise, je vais assommer avec la chaise. Et puis après, l'arbitre, il est là, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une chaise sur le ring, ça va pas, qui c'est qui a fait ça? Oh là là, c'est du grand guignol des fois. Quand tu vois les trucs à l'Elite ou à la WA, c'est du putain de grand guignol, quoi. Donc, à un moment donné, le petit truc subtil comme ça, les petits coups de lame mystérieuse, discrètement, tac, l'arbitre il voit pas, et puis tout le public voit pas, mais t'as quelques personnes devant qui voient, et puis qui sont là, oh je te jure, j'ai vu Tiger Jet, il a caché les trucs, et puis c'est beaucoup plus subtil, et puis en plus c'était à l'époque où c'était quoi, Tiger Jet contre Inoki, c'était en 80 et quelques, 83,
Je sais plus, un truc du genre, hein, je dis comme ça. Mais justement, c'était à l'époque où tous les matchs, pratiquement, ils finissaient en bordel. C'était du genre en disqualification, c'était le mec il sort et il se bastonne dehors, et puis ça finit en dehors du ring, tu sais pas pourquoi la cloche elle sonne, c'est vraiment du gros n'importe quoi. Donc c'était c'était un côté bordélique que j'adorais justement dans ces matchs, et que tu retrouvais justement à la ECW. Cette ambiance bordélique de bière par... Bon, ECW, il faut qu'on en reparle une autre fois, mais c'était un truc incroyable. Mais c'était un peu dans cette veine-là. Alors, des fois, tu retrouves, hein, je dis pas qu'on retrouve jamais cette ambiance un peu fofolle où tu te dis que tout peut t'arriver, mais justement, quoi, c'est pour ça que je dis qu'il faut regarder les anciens matchs de New Japan, et puis des matchs des années 90 aussi, des années 2000, il y a plein de bons matchs. Faut pas regarder, je dirais, faut pas forcément, je vais regarder le dernier show de la New Japan, parce que voilà, j'ai regardé le dernier show en entier. Non, je dis pas, regardez quelques matchs par-ci par-là, faut se faire une petite culture, enfin pas une culture, voilà, mais pour se faire une idée un peu de ce que c'était le New Japan. Et, et puis, pas forcément les highlights, parce que des highlights, ça veut tout et rien dire. Regardez plutôt des matchs en entier que vous trouvez sur la New Japan, sur le site officiel, sur la chaîne officielle de la New Japan, et franchement, vous pouvez passer déjà des bons moments, quoi. Ok, moi j'ai un peu digressé beaucoup. J'ai parti un peu dans tous les sens avec ce que je racontais. Mais voilà, quoi, c'était un super show en tout cas. Et puis, comme je vous disais avant, allez voir du catch en vrai, parce que ça change complètement de simplement cliquer sur une... c'est déjà alors, regarder du catch avec des amis, qui aiment le catch aussi, si vous pouvez. Et après, allez voir aussi des matchs en vrai, même si c'est des petites fédérations ou n'importe quoi, mais si vous avez l'occasion, allez voir du catch en vrai. C'est vraiment une bonne expérience et c'est vraiment quelque chose à faire, quoi. Ok, bon, je crois que j'ai tourné autour du pot et j'ai cerné le sujet, j'ai débordé du sujet et j'ai parlé de tout et n'importe quoi. Mais voilà, quoi, je pense que vous avez passé un bon moment. J'espère que j'ai rien oublié, mais ça m'étonnerait parce que j'ai parlé de beaucoup de choses. Et puis voilà, quoi, on va peut-être se retrouver sur ma chaîne. Je sais pas si je vais parler encore de show de la New Japan. Ouais, je pourrais en fait. Mais en tout cas, pour le moment, voilà, quoi, c'était un bon moment et ça m'a fait plaisir. Allez, ciao ciao!